Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Julie Beaulieu. Docteur en psychopédagogie, Mme Beaulieu a débuté sa carrière comme enseignante en adaptation scolaire auprès de jeunes présentant des difficultés comportementales au primaire et au secondaire, tout en poursuivant ses études de maîtrise et de doctorat. Aujourd'hui, elle est professeure titulaire à l'unité départementale des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, dans le campus de Lévis. Elle participe aussi aux activités de l'UMR Synergia en tant que chercheuse collaboratrice. Bonjour Julie. Bonjour Marie-Pierre. Merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler d'anxiété. On va parler aussi, en fait, de la question dont tu as abordé dans le cadre des journées questions de l'heure sous la loupe de l'UMR Synergia en janvier passé. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, l'objectif du balado est d'outiller et de guider les acteurs scolaires en termes de pratiques visant à soutenir et à accompagner les élèves présentant de l'anxiété à l'école, et ce, dans le but de favoriser leur adaptation scolaire, mais aussi sociale, leur bien-être et leur réussite éducative. Alors, on va y aller maintenant avec la première question. Qu'est-ce que l'anxiété? Grosse question quand même. C'est une grosse question, effectivement. Donc, l'anxiété, c'est une émotion universelle. Hein? C'est une émotion qui est tout à fait normale, qui est saine à ressentir, en fait, et tout le monde va ressentir un jour ou l'autre un peu d'anxiété, donc qui sera peut-être différente d'une personne à l'autre, d'une intensité différente selon les situations aussi qui vont se présenter. Et les élèves peuvent présenter, bien sûr, de l'anxiété. Il faut savoir que ça peut commencer chez nous tout petits, chez nos élèves du primaire et aller vers les élèves du secondaire. Donc, l'anxiété est souvent associée à la peur. Donc, ce qui nourrit un petit peu cette anxiété-là, c'est une peur qui est parfois relativement consciente pour certains élèves, pour d'autres, peut-être un peu moins consciente de la peur qui peut générer cette anxiété. Mais c'est une émotion qui est relativement plus vague, plus diffuse, que c'est souvent associé à un malaise, pas nécessairement à quelque chose qui est aussi fort, peut-être chez certains élèves qui pourraient le ressentir de façon beaucoup plus intense. OK. C'est basé, entre autres, sur une appréhension de ce qui pourrait survenir. Donc, c'est pas toujours associé à une situation réelle. Ça peut être une situation qu'on a imaginée. Mais c'est aussi basé sur une perception qu'on a de notre environnement. Une perception, c'est qu'on pourrait avoir qui est tout à fait différente. Ta perception pourrait être différente de la mienne et la perception d'un élève pourrait être différente d'un autre élève. Donc, cette perception-là va venir aussi faire réagir l'élève d'une certaine façon. Il pourrait ressentir davantage d'anxiété dans une situation ou une autre. Et donc, ils peuvent devenir assez vulnérables à certaines situations où est-ce qu'ils pourraient aussi croire qu'il y a un peu plus de menaces, un peu plus d'éléments où est-ce qu'ils vont venir, en fait, les menacer, soit dans leur ego, soit le fait que ça soit quelque chose de nouveau, ça représente un trop gros défi pour eux, qui se sentent incapables de pouvoir le surmonter. Donc, cette interprétation-là de l'environnement et cette perception-là vient jouer beaucoup dans la façon dont va réagir un élève face à une situation versus une autre situation. C'est pour ça qu'on dit aussi que l'anxiété, elle est, oui, une émotion universelle, mais elle est relativement unique d'une personne à l'autre. Tout dépend de quel est le déclencheur pour un élève, quelle est la situation qui est devant lui, donc comment il va réagir, donc l'anxiété que ça pourrait générer en termes d'intensité aussi. Donc, c'est un peu ça, l'anxiété. Et l'anxiété est basée aussi beaucoup, comme je le disais, sur l'appréhension. Donc, vraiment appréhender quelque chose qui pourrait survenir. Donc, une menace, quelque chose, c'est qu'on dirait effectivement, ça va être menaçant pour moi. Et c'est souvent des élèves qui vont devenir un peu hyper vigilants par rapport à leur environnement. OK. Donc, ils vont aussi être un peu plus sujets à dire, OK, il y a quelque chose dans mon environnement qui est un peu différent, qui vient peut-être un peu me menacer à quelque part. Donc, il va venir peut-être jouer, en fait, sur cette intensité-là. Donc, comment il va le vivre, cette anxiété-là. OK, c'est intéressant. Puis Oui. j'ai envie de te demander, parce que c'est une question qui me vient en tête, on entend souvent stress et anxiété comme étant des synonymes. Est-ce que rapidement, tu es capable de nous les distinguer? Bien oui, parce que le stress, c'est un peu plus une réaction, en fait, à une situation qui est relativement souvent un peu plus modérée, souvent reliée à une situation plutôt précise, qui est souvent reliée à un élément déclencheur ou un type d'élément déclencheur. Tandis que pour l'anxiété, c'est beaucoup plus basé sur quelque chose qui va être un peu plus souvent sur du long terme. On va appréhender quelque chose qui pourrait survenir. Effectivement, une situation sur le coup peut nous générer de l'anxiété quand même. Mais souvent, le stress est souvent circonscrit autour vraiment d'un élément déclencheur ou d'un type de situation. Souvent, justement, on va avoir un peu de stress un peu avant, mais que l'élément stresseur est disparu, souvent, ça va aussi se calmer. Il va y avoir une diminution du stress, tandis que l'anxiété, elle peut quand même être maintenue dans le temps de par cette appréhension-là. Okay. Et il faut voir aussi, puis moi, souvent, quand je parle aux élèves ou quand je parle à des intervenants, souvent, je leur dis, c'est comme si ces élèves-là avaient un peu un filtre dans leurs lunettes ou un filtre devant les yeux, puis ils vont justement aller percevoir tout ce qui pourrait peut-être être
perçu comme étant menaçant ou un trop gros défi pour eux Mhm. ou quelque chose qui pourrait dire, ah, moi, c'est insurmontable pour moi. Donc, qui pourrait venir générer tu sais, de l'anxiété. Puis, comme je le disais, ça peut être aussi des situations qui sont imaginées par l'élève. Hein. Souvent, les enfants ont beaucoup d'imagination. Donc, souvent, cette perception-là ou l'interprétation que ça peut donner. Donc, souvent, déjà, une première, je dirais, pratique ou une première stratégie qu'on pourrait faire, c'est déjà de valider la perception et l'interprétation que l'élève pourrait avoir d'une situation qui, lui, l'aperçoit comme étant peut-être menaçante, mais elle l'est peut-être pas du tout. L'idée, c'est pas Mhm. de minimiser, mais c'est de peut-être comprendre, en fait, qu'est-ce qui est la source, en fait, d'anxiété pour l'élève, qui pourrait peut-être nous amener à élaborer différentes solutions avec l'élève ou de voir ou l'amener à percevoir les choses différemment. De mettre des lunettes peut-être un petit peu plus roses. Oui, un peu plus Ouais. rose ou justement peut-être avec un petit, moi, ce que j'appelle un petit peu plus de, tu sais, de courage ou de pouvoir aussi aller un peu plus de l'avant et Mhm. de les aider. Hein. Je pense que le soutien est assurément nécessaire dans ces étapes-là. Ouais, super, c'est très clair. Maintenant, j'ai envie de savoir quelles sont les principales manifestations de l'anxiété ou de quelle manière on peut voir l'anxiété chez les jeunes à l'école. Oui, donc l'anxiété peut générer toutes sortes de manifestations. Évidemment, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, un enfant qui va vivre une situation anxiogène va développer ses propres manifestations qui peuvent être différentes, bien sûr, d'un enfant à un autre, d'un Mhm. élève à un autre. Donc, ils vont pouvoir aussi être vécus de façon différente aussi en termes d'intensité. Souvent, en fait, il y a des pensées. Donc, il y a tous les signes qu'on dit cognitifs. Donc, les pensées que l'élève va avoir par rapport à la situation. C'est souvent des pensées qui vont être erronées, des pensées qui peuvent être un peu plus, je dirais, négatives, des pensées qui peuvent même aller vers la catastrophe ou quelque chose de catastrophique, quelque chose qui est très menaçant pour eux. Donc, vraiment des pensées qui vont aller dans ce sens-là. Donc, qui vont être vécues de façon souvent je dirais, ils vont anticiper en fait la situation ou qu'est-ce qui pourrait survenir. Puis souvent, c'est à la base là, vraiment de cette... la peur va venir générer un petit peu plus le par rapport à ces pensées qui sont erronées, qui sont vraiment catastrophiques, qui sont négatives, qui sont catastrophiques, comme je le disais. Donc ça, c'est ce que l'élève va se dire dans sa tête. Donc Mhm. vraiment, ça, c'est un peu plus par rapport aux pensées. Est-ce qu'ils sont toujours accessibles par rapport à l'élève? Pas toujours. Souvent, il faut aller peut-être chercher, questionner l'élève, aller voir comment il perçoit les choses. Donc, ça va des fois nous amener vers ses pensées. OK. Donc, on a les pensées. On a dans un deuxième temps, si je peux dire, une deuxième composante, c'est toute la composante qui sera ressentie. Donc là, on parle vraiment des sensations physiologiques et des émotions. Mhm. Donc, les sensations physiologiques, c'est tout ce que l'élève va ressentir dans son corps. Donc, ça peut être à la fois les maux de tête, les fameux maux de tête qu'on peut ressentir, les maux de ventre. Souvent, c'est relié en fait à soit oui, du stress, mais souvent, bien sûr, avec l'anxiété. Donc, souvent, il y aura des maux de ventre, des nausées, les mains moites, les rougeurs. Ça peut être aussi le rythme cardiaque qui est plus rapide, qui est souvent une des premières manifestations, ce rythme cardiaque-là qui va être accéléré, et aussi la respiration qui va être plus rapide. Mhm. Donc, souvent, en fait, ils vont ressentir peut-être une respiration un petit peu plus rapide, parfois très rapide, tout dépend de l'intensité avec laquelle on vit la situation. Donc, ça, c'est toutes les sensations physiologiques. Et bien sûr, il y en a tout plein d'autres, tu sais, comme souvent une boule dans la gorge, une sensation d'étouffement, les mains moites. Donc là, ce sont toutes des sensations qui peuvent être ressenties. Comme je le disais, d'une personne à une autre, ça peut varier et d'intensité variable également. Il y a les émotions. Donc, ce sont toutes les émotions qui peuvent être générées en même temps. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai honte, en fait, de ce que je suis en train de ressentir. Je me sens coupable de ne pas faire comme les autres élèves, comme mes pères qui sont dans la classe, dans la même classe que moi, qui participent à différentes activités. Puis moi, j'ai de la difficulté à pouvoir y participer parce que, évidemment, j'ai trop d'anxiété. Je me sens incapable de pouvoir le faire. Donc, souvent, c'est de la culpabilité qui peut être générée, un sentiment de panique, un sentiment d'angoisse. Donc, plusieurs autres émotions qui peuvent être vécues. Donc, en même temps que, bien sûr, la peur et l'anxiété. Donc, plusieurs émotions qui peuvent être ressenties à l'intérieur de l'élève. Et dans une dernière composante, donc on avait les pensées, on avait tout ce qui est ressenti dans le corps, sensations physiologiques, émotions. Et notre dernière composante serait les comportements. Donc, c'est toutes les réactions, en fait, comportementales, gestes, paroles que peut manifester l'élève. Donc, dans un premier temps, souvent, le réflexe, je vais dire ça comme pour toute personne qui pourrait ressentir de l'anxiété, sera d'éviter la situation Mhm. anxiogène. Donc, évidemment, c'est de ne pas participer à l'activité, de ne pas être dans la situation qui nous génère de l'anxiété. Donc, d'éviter à tout prix cette situation-là. Il y a l'idée aussi de fuir la situation. Donc, on tente d'y aller, on va fuir, on va s'opposer. Donc, différents comportements qui peuvent être émis. Donc, il y a aussi la procrastination, donc qui pourrait aussi être vue comme étant je repousse à plus tard. Donc, c'est une façon aussi d'éviter cette situation-là.
Ça pourrait être aussi de participer à la situation ou d'être présent à la situation, mais de le vivre avec une très grande détresse. Donc, un élève qui pourrait complètement se désorganiser sur le plan comportemental ou évidemment au niveau des pensées qui n'est pas tout là, finalement, tu sais, qui est vraiment dans son monde à lui, dans ses pensées anxiogènes. Donc, ce sont tous des comportements, en fait, qui peuvent être manifestés par tout élève qui pourrait présenter une anxiété, donc qui peuvent être d'une intensité variable. Donc, nos 3 grandes composantes, donc à la fois ce qui est cognitif, à la fois ce qui est sur le plan des sensations physiques et de l'émotion, et sur le plan comportemental, on peut former un triangle. Mhm. Et souvent, c'est à partir du triangle que moi, je dis qu'il faut souvent intervenir. Donc, à la fois intervenir sur les pensées, les sensations physiologiques et les émotions, ainsi que le comportement. Il faut savoir que plus un comportement va générer différentes manifestations, peut aussi engendrer une augmentation des pensées anxiogènes. Et les pensées anxiogènes peuvent aussi générer davantage de sensations physiologiques ou d'augmenter l'intensité. Donc, c'est vraiment je dirais, Des vases des liens, communicants, oui. oui, des vases communicants. Et il y a vraiment des associations ou des liens bidirectionnels entre ces 3 composantes-là. Donc, c'est souvent, dès qu'on intervient sur une des composantes, on peut peut-être avoir un petit effet quand même sur d'autres composantes. Mais il faut quand même travailler sur les 3 points du triangle. Oui, puis je retiens quand même toute la complexité derrière l'anxiété d'une personne à l'autre. On peut voir des manifestations complètement différentes, mais reste-t-il que c'est de l'anxiété qui est vécue, là. C'est Oui. fascinant. Tout à fait. Puis, assurément, à travers cette anxiété-là, comme tu le disais, il y a les objets d'anxiété. Donc, nécessairement, les objets d'anxiété vont varier d'une personne à une autre. Donc, les éléments déclencheurs. Donc, déjà à la base, vis-à-vis d'une situation, donc, il y a autant d'élèves qui peuvent avoir de situations qui peuvent être perçues comme étant anxiogènes ou menaçantes pour l'élève et qui va générer de l'anxiété pour l'élève. Et assurément, à ce moment-là, on a aussi tout le vécu de l'élève. Donc, plus l'élève va avoir vécu différentes situations, ça aussi, ça peut venir jouer, évidemment, comme un élément générateur, finalement, d'anxiété. Tout comme, évidemment, l'intensité avec laquelle on va vivre tout ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments, comme vous mentionnez. Nécessairement, cette complexité-là est assurément présente. Oui, c'est à prendre en compte. Maintenant, j'irais peut-être dans les pistes d'action ou les pratiques à privilégier auprès des élèves qui ont de l'anxiété à l'école. Est-ce qu'il y a vraiment des pratiques qu'on dit qui sont plus efficaces auprès de ces élèves-là? Oui, donc il y a plusieurs pratiques éducatives que je vais les appeler, en fait. Donc, c'est une large catégorie que je vais mentionner. Donc, dans un premier temps, il y a la relation enseignant-élève. Donc, je pense que cette relation-là, je dis enseignant-élève, mais c'est tout intervenant ou acteur qui développe, en fait, cette relation-là. Donc, plus j'aurai une relation de confiance avec l'élève, plus il sera peut-être à même de pouvoir partager, en fait, son vécu, partager comment il se sent. Peut-être que j'aurai aussi la chance davantage d'entrer en relation avec lui au moment où est-ce qu'il va ressentir davantage de l'anxiété. Souvent, c'est peut-être aussi un réflexe de pouvoir s'isoler, de pouvoir se retirer, justement parce qu'on essaie d'éviter certaines situations. Donc, ce sera peut-être aussi un élément qui va me permettre d'entrer davantage en relation avec l'élève qui présente de l'anxiété à un moment. Il y a aussi tout le climat de la classe. Donc, plus on vivra dans un climat qui sera positif, un climat qui sera bienveillant, un climat qui sera accueillant, un climat qui va pouvoir permettre aussi à l'élève de vivre cette anxiété-là, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a tendance à dire tu ne devrais pas vivre, en fait, de l'anxiété. Donc, tu ne devrais pas ressentir cette émotion-là à l'intérieur de toi. Pourtant, c'est une émotion qui est saine et qui est universelle et qui, à la base, devrait nous permettre, en fait, elle a une fonction quand même d'adaptation. Donc, par rapport à une situation, ça va permettre à l'élève de s'adapter à cette situation-là. Par exemple, s'il y a un examen ou une évaluation importante, il va pouvoir se préparer. Hein? Donc, ça va, en fait, lui permettre de dire, OK, il faut que je me prépare à cette évaluation-là. Donc, ça a vraiment cette fonction-là. Ça a aussi une fonction de protection. Oui. Si jamais il y avait vraiment un événement qui est menaçant, donc l'élève va pouvoir bien réagir. Donc, dès qu'on est dans un climat où est-ce qu'on accueille les émotions des élèves, je pense qu'on est gagnant de pouvoir aussi que l'élève puisse l'exprimer. Maintenant, on va peut-être l'aider, le soutenir dans la façon d'exprimer cette anxiété-là, mais assurément, et si on est dans la bienveillance, dans le fait d'accueillir cet élève-là avec sa charge émotionnelle, donc je pense que vraiment, on est peut-être aussi dans une piste pour pouvoir aussi l'aider et mieux le soutenir et mieux l'accompagner dans le vécu de cette anxiété. Très intéressant. Est-ce que, d'un autre côté, il y a des pratiques qu'on éviterait complètement, qui sont vraiment à bannir? Oui, en fait, je dirais donc appliquer certaines conséquences ou qu'on pourrait voir comme étant quelque chose d'un peu plus punitif. En fait, l'élève,
en fait, on ne devrait pas punir quelqu'un qui ressent une émotion. On ne devrait pas lui émettre des conséquences. Mis à part peut-être en fonction peut-être de la façon dont il peut réagir, si les comportements sont extrêmes. Mais en fait, à la base, on devrait plutôt l'accompagner, le soutenir dans la mise en place peut-être de stratégies que lui pourrait aussi vouloir. Donc, évidemment, tout ce qui est conséquences à cet égard-là. Tout ce qui est climat peut-être un peu plus coercitif. Donc, un climat où est-ce qu'on est effectivement un peu plus dans la punition, dans les conséquences, on est moins dans l'accueil. On voudrait dramatiser la situation, minimiser ce que l'élève va être en train de vivre. Je pense que le fait de minimiser, l'élève ne viendra plus vers nous, ne voudra plus s'ouvrir à nous. Puis, on va quand même envoyer le message comme de quoi que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement adéquat, donc de vivre de l'anxiété. Tandis que pourtant, on l'a bien mentionné, c'est une émotion qui est tout à fait saine et qui est tout à fait normale à ressentir ça. Je pense que c'est tout à fait gagnant de pouvoir normaliser aussi en classe l'anxiété. Donc, ça peut être tout à fait normal. Effectivement, lorsqu'on le vit de façon beaucoup trop intense, lorsque ça nuit à notre quotidien, à notre fonctionnement, là, effectivement, je pense qu'il faut intervenir. Mais à la base, c'est une émotion qui est tout à fait normale. Cette intervention-là, tu dis de normaliser. Est-ce que c'est une intervention qu'on pourrait faire, par exemple, devant le groupe ou on est plus en... Tout à fait. Oui, on est vraiment dans une intervention qu'on pourrait dire universelle, qu'on devrait faire à tous les élèves, de normaliser, comme on normaliserait l'erreur aussi, qui est parfois aussi source, pour plusieurs élèves, source d'anxiété, de faire une erreur, donc de commettre une erreur, soit par rapport aux parents, par rapport à l'enseignant, donc de comment je vais être perçue si je fais une erreur, même par rapport au père, donc comment je vais être perçue par rapport à mes collègues de classe si je fais une erreur, par rapport à mon enseignant. Je ne veux pas décevoir. Donc, de normaliser l'erreur, de normaliser, en fait, l'anxiété. Donc, c'est tout à fait normal de pouvoir le vivre et qu'on va s'aider ou s'entraider, se soutenir aussi pour passer au travers de cette anxiété-là ou mieux la vivre, cette anxiété-là. Et je pense que pour les élèves, il faut aussi qu'ils soient en mesure de vivre cette petite inconfort-là. Parce qu'effectivement, pour certains élèves, il n'y aura pas de disparition, en fait, nécessairement de l'anxiété. L'idée, c'est d'être capable de bien gérer cette anxiété-là, de pouvoir aussi la ressentir à, je dirais, une intensité modérée, c'est-à-dire une intensité où est-ce qu'on va être capable encore de fonctionner, où est-ce qu'on va être encore présent en classe, où est-ce que nos pensées vont être quand même relativement contrôlées, mais de pouvoir y aller aussi dans ce sens-là, puis être accompagné. Et souvent, lorsqu'on va développer aussi les liens entre les élèves de notre classe ou avec d'autres élèves aussi de l'école, donc d'avoir aussi des activités en sous-groupe, des activités en groupe, donc de pouvoir aussi développer ces liens relationnels. Le soutien social est vraiment aussi, je dirais, une intervention, une stratégie qui va venir aussi soutenir l'élève. Donc, on ne mandate pas des élèves pour pouvoir soutenir un autre élève, mais souvent, le fait d'avoir un soutien social, d'avoir des amis, même si ce n'est pas des amis comme tels, mais d'avoir des relations avec d'autres élèves de notre classe, d'autres élèves, en fait, de notre niveau, bien, va venir les aider, soit sur la cour ou dans d'autres situations, pour peut-être affronter ces situations-là, parce qu'on va avoir des modèles autour de nous qui vont affronter peut-être les situations qui, nous génèrent peut-être un peu plus d'anxiété. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y aurait des principes à privilégier pour la mise en place de ces pratiques-là, les pratiques qu'on veut vraiment privilégier auprès des jeunes qui ont de l'anxiété? Bien, tout à fait. Donc, à la base, je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'il n'y a pas de truc magique, qu'il n'y a pas une seule et même pratique qui doit être appliquée pour l'ensemble des élèves. Donc, ça, je pense que c'est important de voir aussi quels sont les besoins aussi derrière cette anxiété-là. Parfois, c'est un besoin de sécurité, de sentir en fait qu'on se sent peut-être un peu plus en sécurité, à la fois psychologique ou physique dans certaines situations. Donc, je pense qu'il faut aller chercher ces besoins-là derrière l'anxiété. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas nécessairement de recette magique et qu'il n'y a pas de truc magique. Donc, il faut être cohérent et constant dans l'application de nos pratiques. Donc, lorsqu'on met en place des pratiques, je pense qu'il faut être constant et cohérent. Sinon, des fois, ça envoie un message de dire, il y a cette inconstance-là. Et puisque nos élèves sont un peu plus sensibles ou un peu plus vigilants, comme je le disais plus tôt, à ces petits éléments-là, bien nécessairement, ils vont peut-être pouvoir se poser davantage de questions, de pouvoir justement peut-être dire, est-ce qu'il y a quelque chose de menaçant? Parce qu'il faut le voir aussi un peu dans ce sens-là. Il faut être persévérant dans l'application de nos pratiques. Donc, je dirais, ça se développera pas nécessairement du jour au lendemain, là, l'idée de pouvoir avoir vraiment des comportements qui sont peut-être un peu moins orientés vers l'anxiété, qui sont un peu plus, je dirais, générateurs de courage et de pouvoir essayer. Donc, on a nécessairement peut-être un élément dans la persévérance. Ça prend temps et énergie, bien sûr, pour appliquer ces pratiques-là. Donc, il faut être aussi persévérant, nous, comme adultes, de pouvoir mettre en place, souvent de répéter, d'accompagner, de soutenir, de pouvoir aussi
proposer différentes avenues aussi aux élèves de pouvoir aussi être plus en mesure de peut-être gérer leur propre anxiété. Il faut se faire confiance comme intervenant, comme acteur scolaire. Il faut faire confiance aussi aux élèves. Donc, je pense que ce sont différents principes là, qui peuvent être mis en place. J'ai envie de te demander, je t'écoutais puis je me disais, parfois, on peut ressentir que la pression ou l'anxiété, il y a un facteur qui va contribuer à tout ça. Des fois, c'est les parents. On voit ça au secondaire, au primaire. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant pour, je sais pas, sensibiliser les parents, diminuer l'impact qu'ils vont avoir sur l'anxiété de leurs enfants? Est-ce qu'il y a des stratégies en ce sens que tu pourrais nous proposer? Bien, d'abord, je pense qu'il faut les sensibiliser à l'effet que, comme parents, si on ressent beaucoup d'anxiété, ça peut être tout à fait normal, c'est sain. Ça va. L'idée, c'est qu'on communique d'une certaine façon notre anxiété un peu à notre enfant. Donc, je pense que c'est déjà de prendre acte de cette possibilité, en fait, de pouvoir communiquer notre anxiété à notre enfant et de pouvoir aussi peut-être utiliser nous-mêmes des stratégies pour peut-être être plus à même de gérer notre propre anxiété. C'est bien, je pense, de le verbaliser quand même à notre enfant, qu'on peut vivre de l'anxiété, que c'est tout à fait normal et qu'on a différents moyens. On peut verbaliser les moyens aussi à notre enfant que nous, on prend comme adultes. Donc, on va aussi normaliser d'une quelconque façon le fait de ressentir de l'anxiété. Mais le fait de pouvoir aussi tenir compte de notre propre anxiété et du fait que parfois, on est aussi la personne qui va venir, je dirais peut-être, faire en sorte que notre élève va éviter certaines situations. Donc, des fois qu'on va dire à l'école, bien, j'aimerais mieux que mon enfant ne vive pas telle situation, ne participe pas à telle activité, ne fasse pas l'exposé oral, parfois qui est peut-être générateur d'anxiété, mais je pense qu'on est à ce moment-là, on va contribuer à l'augmentation de cette anxiété-là parce qu'il faut savoir que plus on évite une situation, comme élève, mais aussi comme adulte, on va avoir tendance à avoir davantage d'anxiété, en fait, qui va se présenter lorsqu'une même situation va se présenter, même lorsque d'autres situations vont se présenter. Puis souvent, je prends une image qui peut peut-être être parlante, mais l'image de la petite pieuvre. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on n'intervient pas vers l'anxiété ou est-ce qu'on laisse davantage de place à cette anxiété-là, elle va avoir tendance à s'immiscer dans différentes situations, en fait. OK. Donc, bien que, par exemple, si on est un élève, quand on est plus, je dirais, anxieux à l'idée des premières journées de classe, que dès qu'il y a un élément nouveau, mais on aura peut-être tendance à être un peu plus anxieux lorsqu'il y a d'autres éléments dans notre environnement, où est-ce qu'on a fait face à de l'imprévu, lorsqu'on fait face à des situations qui peuvent être générateurs d'anxiété, par exemple, qui serait tout à fait normal, exemple, l'exposé oral, en classe ou une évaluation, on aura peut-être tendance justement à voir grandir ou à avoir davantage des éléments déclencheurs d'anxiété si on n'intervient pas. Et plus on évite, plus on met en place un peu, on met de l'emprise sur cette anxiété-là qui va pouvoir être que grandissante à travers le temps si on ne met pas vraiment des stratégies ou des pratiques en place efficaces pour pouvoir justement diminuer puis apprendre, évidemment, à affronter ces situations anxiogènes-là. Ouais. Et une peut-être des façons de pouvoir aussi accompagner l'élève pour affronter des situations anxiogènes, c'est d'y aller graduellement. Souvent, on parle d'exposition graduelle. Donc, par rapport à une situation qui est anxiogène, l'idée, c'est d'accompagner cet élève-là. Et c'est pas de dire à l'élève, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'exposé oral. L'idée, c'est pas de dire tu vas faire l'exposé oral devant tout le groupe seul à l'avant, mais on peut y aller graduellement. Est-ce qu'il peut le faire devant l'enseignante, un sous-groupe d'élèves? Est-ce qu'on peut aussi avoir une pratique? Donc, il y a différentes pratiques aussi qui sont mises en place par les enseignants, enseignantes, justement pour l'exposé oral, mais pour d'autres stratégies où est-ce qu'on a une certaine gradation dans l'exposition à une situation qui est anxiogène. Et c'est d'y aller vraiment graduellement avec des objectifs pour l'élève, bien sûr en fonction de l'objet d'anxiété, en fonction de l'élément déclencheur. Et c'est de pouvoir se mettre des petits objectifs. Donc, aller un petit peu le pas à pas. Tu sais, sous forme un peu d'escalier, on monte une montagne. Donc, l'idée, c'est d'y aller petit à petit, mais c'est de l'affronter. Ouais. Donc, c'est de pouvoir en arriver au bout. Puis souvent, on nous pose la question, est-ce que les horaires allégés, par exemple, peuvent être je dirais, une pratique? Peuvent être une pratique effectivement appliquée. L'idée, je pense, c'est de ne pas maintenir ça dans le temps pendant des mois et des mois et des mois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller pour vraiment exposer l'élève à des situations anxiogènes qui, graduellement, va être exposé. Graduellement, il va prendre acte de cette anxiété-là et cette anxiété-là va avoir tendance à diminuer. Donc, plus je me sens aussi en certaine confiance, donc je vais gagner peut-être en confiance, en sentiment d'efficacité, en sentiment de compétence. Donc, il va pouvoir justement évoluer dans cette situation-là, puis éventuellement pouvoir affronter ces situations-là avec une anxiété que je vais être capable, bien sûr, de gérer à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire qu'elle sera inexistante, mais il y aura peut-être un petit inconfort que comme élève, je dois, bien sûr, gérer puis continuer peut-être à ressentir, mais avec le temps, il y aura
nécessairement une baisse habituellement de l'anxiété. Il y aura bien sûr tout l'accompagnement et tout ce qu'on peut mettre aussi autour. Parce qu'il faut savoir aussi que toutes les sensations physiologiques qui génèrent beaucoup d'anxiété pour les élèves du fait de ressentir toutes ces situations-là. Souvent, elles sont ressenties de l'intérieur, mais on croit bien sûr que tout le monde nous voit avoir les maux de ventre, à moins bien se sentir, à avoir chaud, puis les bouffées de chaleur. Donc, souvent aussi, c'est générateur, ce regard-là vers nous Hmm. lorsqu'on a ces sensations physiologiques-là. Donc, il y a aussi toutes sortes de stratégies qu'on peut aussi appliquer pour les sensations physiologiques quand on pense aux objets sensoriels. Donc, tout ce qui est des éléments qui vont pouvoir venir, je dirais, diminuer puis calmer le corps. Moi, j'appelle ça donc calmer notre corps, c'est-à-dire de pouvoir aussi, je dirais, prendre le dessus, par exemple, sur notre respiration. Donc, l'idée d'aller respirer, une respiration qui est profonde, va venir nous aider à respirer peut-être à un rythme un peu plus normal, qui va venir aussi calmer le rythme cardiaque, qui va aussi avoir un effet possiblement sur d'autres manifestations physiologiques qu'on est en train de ressentir. Donc, souvent, des fois, les maux de ventre vont diminuer, des fois, Mhm. nos mains moites vont diminuer un petit peu. Mais est-ce qu'il y aura il y a assurément des sensations physiologiques qu'on va ressentir lorsqu'on va ressentir même un inconfort par rapport à une situation anxiogène, mais elles auront tendance à être moins intenses puis de diminuer aussi avec le temps. Donc ça, c'était une de nos points du triangle, pardon, donc qui était justement pour pouvoir intervenir. Puis je me demande aussi, dans la gradation, est-ce que ça ne servirait pas aussi dans les interventions à ce que l'élève puisse vivre des expériences quand même positives dans ces Tout à fait. situations-là? Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi y aller avec des réussites. Donc, c'est-à-dire aussi d'y Mmh. aller avec des objectifs qui sont réalistes. Souvent, on a des objectifs, puis même pour l'élève, tu sais, par exemple, soit de fin du primaire ou du secondaire, qui aurait tendance à vouloir je dirais, pouvoir formuler des objectifs. Donc, il faut les accompagner pour que ce soit des objectifs qui sont réalistes. Puis, justement, de pouvoir leur faire vivre graduellement ces réussites-là pour qu'ils gagnent justement en confiance, qu'ils gagnent au niveau de leur estime, Mmh. en sentiment de compétence. C'est tout à fait vrai. Et on peut utiliser aussi des situations aussi qui sont d'intensité modérée pour l'élève au niveau de l'anxiété. Où est-ce qu'on dit on va affronter peut-être des situations qui sont peut-être plus faciles, peut-être justement pour l'élève à surmonter. Et le terme facile est à prendre, je dirais, avec une grande nuance, c'est-à-dire que nos objectifs vont pouvoir être mis, peut-être, on va pouvoir y arriver peut-être un peu plus euh, rapidement, je dirais, dans la mise en place. Donc, il va pouvoir aussi gagner en confiance, hein, parce que Oui. lorsque je parlais vraiment des émotions qui peuvent être ressenties, il y a aussi tout le sentiment, je dirais, d'incompétence que peut avoir l'élève, un sentiment d'inefficacité. Puis souvent, lorsque ne se sent pas compétent par rapport à une situation, on n'a pas tendance à vouloir affronter cette situation-là, se disant, ben, je vais être incapable, je vais faire rire de moi, je ne l'atteindrai jamais, moi, je ne suis pas comme les autres. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent être générateurs d'anxiété, mais le sentiment de compétence à l'égard d'une situation vient peut-être un élément aussi générateur d'anxiété ou de maintien d'une certaine façon de cette anxiété-là dans le temps. C'est très intéressant. En terminant, j'ai envie de te demander, aujourd'hui, on a fait un premier plongeon, bref, là, dans le domaine de l'anxiété, je dirais. Si on a des acteurs scolaires, des gens qui nous écoutent, qui veulent en apprendre plus sur le sujet, est-ce que tu as rapidement des ressources qu'ils peuvent consulter, qu'on pourrait mettre là, dans la description de l'épisode? Il y a la Fondation Jeune en tête, donc il y a vraiment un site Internet qui m'apparaît relativement assez concret, assez complet, à la fois qui parle à l'élève, qui peut parler aux parents, mais aussi aux acteurs scolaires. Hmm. Donc, qui aborde bien sûr la question de l'anxiété, mais de tout ce qui peut aussi être en lien avec la santé mentale de nos jeunes. Mais entre autres, il y a des liens très concrets par rapport à l'anxiété. Il y a aussi des outils par rapport aux éditions Midi 30, par exemple, les 10 questions sur l'anxiété, donc de Caroline Berthiaume, tu sais, qui est vraiment, je dirais, peut-être un grand résumé des éléments que moi, j'ai pu émettre, puis encore là, de façon très concrète. Il y a aussi des livres qui vont aborder l'anxiété, mais pour les enfants ou nos adolescents, donc qui va pouvoir, entre autres, maîtrise moi, donc qui va être maîtriser l'anxiété par rapport peut-être à des enfants peut-être d'âge primaire. Il y a Alex qui est aussi un volume aux éditions Midi 30 qui va accompagner l'adolescent. Donc, c'est un peu sous forme d'un blog. Donc, ce sont des Hmm. ressources qui accompagnent un peu plus les élèves, un peu plus directement pour eux. Donc, à la fois pour des enfants, mais à la fois aussi pour les adolescents, pour mieux les accompagner aussi par rapport à tout ça. Et il y a aussi, dans cette même grande collection chez les éditions Midi 30, on a aussi par rapport à l'anxiété de performance, OK. donc de Nathalie Parent, donc qui va aussi être un livre donc qui va aborder peut-être un peu plus spécifiquement un type d'anxiété, mais qui est aussi très répandu ou qui, du moins, se répand de plus en plus, peut-être à la fois chez nos enfants et chez nos adolescents. Donc, il va aborder la question de l'anxiété de performance, qui est souvent un peu plus spécifique à l'aspect de l'évaluation, à l'aspect scolaire, mais aussi à l'aspect sportif. C'est-à-dire qu'on a aussi,
parfois de l'anxiété de performance chez nos athlètes Oui. ou chez les élèves par rapport à l'aspect sportif. Mais il y a aussi caché derrière tout ça de l'anxiété de performance ou l'anxiété sociale, hein, c'est le regard d'autrui. Donc, je pense que là aussi, il y a peut-être de belles pistes aussi à aller chercher par rapport à l'anxiété de performance. C'est très intéressant. C'est un terrain vaste, j'ai l'impression. Merci vraiment pour le temps que vous avez pris aujourd'hui de discuter avec moi. C'est vraiment intéressant. Puis moi, je retiens vraiment les diverses manifestations de l'anxiété. Donc, le fait que c'est pas pareil d'un élève à un autre, on peut avoir des manifestations complètement différentes, mais surtout l'importance de la gradation dans les interventions, d'y aller une étape à la fois, de monter une marche à la fois pour faire vivre des succès à l'élève. Là. Je pense que c'est bien important, puis c'est un message à retenir. Alors, pour nos auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite, comme à l'habitude, à rester à l'affût de nos prochains épisodes. Au plaisir! Ce balado est une production de l'Unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Cet épisode est fièrement propulsé par les fonds de recherche du Québec via le programme Dialogue, volet chercheurs et chercheuses. Enfin, merci aux productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.